Je tiens à remercier l'association pour l'invitation, l'assistance pour sa présence et messieurs les juges, on va démontrer donc le reste qu'il est coupable ou victime. Donc les rôles du rein sont divers. Je signale donc en jaune essentiellement la régulation de la pression artérielle. Normalement, à l'état normal, il ne faut pas qu'il y ait d'hypertension si le rein est réellement sain. Le rein est équipé donc si vous voulez, il est prêt à faire face à l'hyper et à l'hypotension. À l'hypotension, c'est essentiellement le système rénine-angiotensine et il peut abaisser également la pression artérielle dans certaines circonstances en sécrétant des prostaglandines, le FAN, le système kinikalicrine. 90% d'hypertension artérielle sont essentielles. 10% sont secondaires et la moitié de ces secondaires, elles sont rénales. Les néphropathies, les néphropathies sont en cause d'environ 5%. Toute hypertension artérielle doit faire chercher, doit pousser donc à des investigations, doit faire penser à l'origine rénale. Certaines sociétés savantes donc recommandent le dosage, l'évaluation de la fonction rénale, faire une bandelette urinaire. La majorité donc des sociétés savantes recommandent ces dosages. Évaluer la fonction rénale, ce n'est pas uniquement avec la créatinine, mais il faut pousser les choses. Il y a d'autres formules, de nouvelles formules actuellement, puisque les anciennes sont dépassées, telles que le Cockcroft. Le MDRD commence à être dépassé. Il y a de nouvelles formules avec le CKD EP qu'on peut calculer donc avec des tablettes online. Elles sont plus performantes. Maintenant, quand il y a hypertension, il faut démontrer est-ce que c'est la cause ou bien c'est la conséquence. Devant tout patient qui vous vient, surtout HTA donc récente, parce que c'est pas facile d'explorer les HTA anciennes, donc ayez à l'esprit toujours l'origine rénale. Il faut penser donc aux néphropathies familiales, le cas de la polykystose, donc elles sont fréquentes donc en Algérie, en Kabylie. C'est des reins donc qui sont truffés de kystes, c'est des reins donc qui pèsent lourd. Il y a une histoire familiale d'insuffisance rénale, de dialyse. Des maladies système qui se compliquent avec l'atteinte rénale, d'une atteinte rénale, telle que le plus connu donc chez la femme, c'est le lupus, les vascularites, etc. Pensez à certaines uropathies, surtout chez l'enfant. Pensez au reflux vésico-urétéral chez l'enfant, puisque l'enfant, 50% des hypertensions artérielles sont secondaires. Devant toute symptomatologie, surtout immaturée, donc comme l'a souligné le docteur Shahed, le sang, donc la vue du sang alarme les patients. Immaturée macroscopique, microscopique, les signes urinaires, faire penser donc à l'étiologie rénale de cette hypertension artérielle. Il faut compléter l'examen clinique avec une bandelette. Donc, ça fait partie de l'examen clinique. Tromper, ça prend quelques secondes. Vous allez diagnostiquer plusieurs affections. Faire donc des bilans sanguins. J'ai critiqué donc les anciennes formules qui peuvent dépendre de l'origine ethnique des patients. Ici, c'est un patient qui a 130 micromoles de créate, c'est l'équivalent à peu près de 13 mg, puisque c'est le milligramme qui est utilisé donc chez nous. Vous voyez chez un jeune antillais, donc antillais, il est noir, de race noire, 28 ans, il a 73 millilitres minute, donc il n'y a pas d'insuffisance rénale. Si on prend comme définition de l'insuffisance rénale le 60 millilitres minute. Et vous voyez quelqu'un de caucasien, donc un Européen de 65 ans, avec le même chiffre de créatinine de 13 mg, il est en insuffisance rénale déjà. Donc deux cas de figure, soit donc le rein est toujours donc incriminé, soit s'il est la cause, soit s'il est la victime.
Quand il est victime, on a deux types de figures. Néphrangiosclérose donc bénigne, c'est une insuffisance rénale qui survient après une dizaine d'années, voire plus, d'hypertension artérielle généralement modérée. On peut voir un autre cas de figure, c'est une HTA maligne qui se complique en quelques jours d'insuffisance rénale terminale. Le rein coupable, toute néphropathie. Généralement, toute néphropathie s'accompagne d'hypertension artérielle. C'est un symptôme banal. Presque toutes les néphropathies s'accompagnent d'hypertension artérielle. Ce n'est pas la peine donc de prendre la pression artérielle. On peut deviner que c'est un patient hypertendu, surtout dans certains types de néphropathie vasculaire, où l'hypertension artérielle, c'est le signe révélateur. Comme le cas de la protéinurie, par exemple, c'est un signe de néphropathie glomérulaire. Une autre cause, c'est l'artère rénale qui peut être donc sténosée et donner de l'hypertension artérielle. Ça dépend donc de deux cas de figure également. Ça peut être unilatéral, ça peut être bilatéral, et on verra deux terrains. Soit c'est un homme âgé, athéromateux, soit c'est une femme jeune, fibrodysplasique. L'interaction entre hypertension et insuffisance rénale chronique est complexe. Surtout quand il y a insuffisance rénale, on ne sait pas qui commence, qui a donné quoi. D'une part, l'hypertension est responsable d'environ, si on prend les registres, le dernier registre français, 2014, les premières causes de mise en dialyse, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. D'autre part, donc l'hypertension, c'est une conséquence fréquente de l'insuffisance rénale chronique. Environ 80% de ces insuffisants rénaux présentent une hypertension artérielle. On va parler donc de néphropathie vasculaire. Elles peuvent être aiguës, elles peuvent être chroniques. Le maître symptôme, donc, c'est l'hypertension artérielle. Je vais citer les microangiopathies. On ne va pas trop les détailler, mais on va quand même en parler. Toujours dans l'aigu, la néphrangiosclérose maligne, les embolies de cristaux de cholestérol, la périartérite noueuse et la sclérodermie qui peut présenter une crise rénale qui peut donner donc une insuffisance rénale avec hypertension artérielle sévère. Les chroniques, la néphropathie vasculaire chronique, ce sont les sténoses de l'artère rénale, la néphrangiosclérose bénigne, entre parenthèses, le syndrome des antiphospholipides et quelqu'un qui est greffé qui peut présenter donc un rejet, les artères, donc la lumière des artères, donc elle est réduite. Il y a ischémie du greffon. Et quand il y a ischémie du greffon, il y a stimulation de ce système rénine-angiotensine, aldostérone, qui va donner de l'hypertension artérielle via l'angiotensine 2. Ici, vous voyez donc les vaisseaux à partir donc de l'aorte. Donc, à partir de l'aorte, vous voyez donc le calibre qui diminue jusqu'à arriver donc au glomérule. Donc, toute réduction de ces lumières s'accompagne d'une hypoperfusion rénale qui va stimuler le système rénine-angiotensine, qui est donc incriminé dans la majorité des hypertensions artérielles liées donc au rein. Donc, le mécanisme de ces hypertensions artérielles liées au rein, la majorité donc ont comme dénominateur commun la réduction, l'ischémie donc rénale, qui favorise donc la stimulation de ce système. D'ailleurs, il y a une classe donc récente de médicaments qui est dirigée contre ce système rénine-angiotensine. Il y a d'autres mécanismes tels que le système sympathique, etc., la rétention hydrosodée. Ici, c'est les néphropathies glomérulaires, donc en dehors des vasculaires. Les néphropathies glomérulaires, la première, c'est la GNA post-infectieuse. Vous voyez donc les chiffres, presque 100% des patients, sont hypertendus. La GNA, donc c'est surtout la pédiatrie, ça peut se voir chez les adultes. Le pronostic est bon, mais l'hypertension artérielle, l'OAP, les œdèmes peuvent révéler donc cette pathologie, bien qu'il y ait un intervalle libre entre l'épisode infectieux et la survenue de cette néphropathie glomérulaire aiguë bénigne. D'autres néphropathies donc plus méchantes, vous voyez donc la fréquence de l'hypertension artérielle, plus il y a insuffisance rénale, plus la fréquence de l'hypertension artérielle augmente. Et quand il y a hypertension artérielle, ça aggrave l'évolution
vers l'insuffisance rénale, vers la mort rénale. Les néphropathies interstitielles, elles sont au début sans hypertension. Plus les lésions avancent, plus il y a hypertension artérielle, puisque dans les cas, ces types de néphropathie, on les appelle perdeuses de sel. Donc les tubules sont touchés, on ne retient pas le sel. Et à votre connaissance, donc, il y a 1 kilo de sel qui passe chaque 24 heures à travers donc, les reins. La polykystose rénale également, c'est une néphropathie interstitielle. L'hypertension est un peu tardive. Donc, on va parler donc d'un type d'hypertension artérielle, de sténose des artères rénales par athérome. C'est le cas le plus fréquent. Vous voyez donc l'effacement donc, de cette artère rénale. Vous voyez la sténose. Et la sténose, elle est significative quand la réduction de la lumière de l'artère rénale dépasse les 70%. Donc c'est une pathologie fréquente. C'est un homme généralement donc de sexe masculin, âgé. On verra l'autre cas. Le deuxième cas de sténose de l'artère rénale touche la femme jeune. Vous voyez donc les sténoses. C'est une dysplasie, donc c'est des remaniements donc artériels diffus. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'artère rénale. C'est l'artère rénale. Vous voyez donc cette fibrodysplasie qui réduit donc la lumière. Le rein est ischémique. La cascade du système rénino-angiotensine est actionnée. Vasoconstriction importante et stimulation même de la rétention hydrosodée. C'est une affection qui peut être unilatérale puis bilatérale. Et elle est distale. Le problème, c'est qu'elle est distale. Même la dilatation est difficile via les stents. Les autres causes donc, de sténose, donc d'atteinte vasculaire, vous avez donc en cas de greffe rénale, quand on pose le greffon, l'artère rénale peut être pliée, il peut y avoir une plicature de cette artère rénale, donc le greffon est sténosé, ça donne de l'hypertension artérielle qui va faire revenir le patient en dialyse, des sténoses radiques, des dissections, donc tout ça, ça réduit la lumière artérielle. Le tableau de l'hypertension artérielle liée à la sténose de l'artère rénale, généralement c'est une HTA sévère. C'est une HTA avec OAP. Et les chiffres, ce n'est pas 14-15, mais c'est des chiffres, donc c'est le grade 3. Donc, pensez à une HTA rénovasculaire devant des chiffres tensionnels très sévères, devant des complications. Pensez également devant une sténose de l'artère rénale, devant un petit rein, donc un rein, une différence de taille qui dépasse les 1,5 cm, devant un petit rein, pensez donc à une sténose de l'artère rénale. Devant un traitement par ARA2 ou IEC, quand l'altération de la fonction rénale dépasse les 30%, l'élévation de la créate dépasse les 30%, pensez à l'existence de cette sténose des artères rénales. Ici, c'est une image de fibrodysplasie, donc de l'artère rénale. Vous voyez l'aspect en pile d'assiette ou bien collier de perles, comme ils l'appellent. Donc, vous voyez, donc il y a une coupure d'irrigation donc du rein qui ne va pas recevoir 1 litre de sang, donc 20% des débits cardiaques destinés pour le rein. Le rein est ischémié, donc vous devinez la suite. L'exploration, le premier examen devant toute hypertension artérielle, faire une échographie rénale. Recherchez donc la symétrie donc, de la taille des reins. Vous faites un Doppler. Doppler, donc c'est un examen donc facilement disponible. Il dépend donc de l'opérateur. Il a des limites. Le scanner donc peut diagnostiquer donc cette sténose de l'artère rénale. L'angio-RM, elle a ses défauts quand même. Quant à la sténose, elle est distale. Le meilleur diagnostic, l'examen de référence, c'est l'artériographie, mais il y a l'iode, il y a les rayons X. Maintenant, quand il y a hypertension artérielle vasculaire, la conduite, est-ce qu'il faut traiter, est-ce qu'il faut dilater, donc est-ce qu'il faut revasculariser, ou bien tout simplement abstention. Quand vous avez
une HTA rénovasculaire alors que le rein a souffert, il a une taille de moins de 8 cm, ce n'est pas la peine de dilater. Quand vous avez un index de résistance inférieur à 0,8, vous pouvez donc dilater. Dans l'autre cas, donc, ce n'est pas la peine de dilater. Le fait de dilater, entre parenthèses, ça améliore quand même, au lieu d'avoir une quadrithérapie, trithérapie quand même, ça améliore quand même, ça va alléger les thérapeutiques. Donc, on a parlé de deux types de causes d'HTA rénovasculaire. Chez l'homme âgé, c'est l'athérome. Chez la femme, donc, c'est la fibrodysplasie. Généralement, l'homme, c'est une bombe cardiovasculaire. La femme, il est indemne elle a juste cette fibrodysplasie. Maintenant, la sténose peut être bilatérale. Quand elle est unilatérale, si vous voulez, elle est moins grave, elle est moins mauvaise, mais quand les deux reins sont sténosés, encore, c'est une hypertension artérielle quand même plus grave, puisqu'il y a ischémie donc, de tout le parenchyme rénal. Et également, l'administration d'un bloqueur du système rénal-angiotensine entraîne une chute brutale de la fonction rénale, du débit de filtration glomérulaire. Donc, si vous mettez, il y a une diapo juste à la fin, si vous mettez donc cette classe thérapeutique, n'oubliez pas de vérifier donc la fonction rénale, est-ce qu'elle est modifiée, est-ce que l'altération, est-ce que l'élévation de la créate dépasse les 30%. Là, il faut arrêter, en même temps penser au Doppler, penser à chercher cette sténose des artères rénales. Pourquoi toute HTA ancienne, je dirais donc toute HTA ancienne, je ne l'explore pas. Ce n'est pas la peine d'explorer une HTA ancienne. Elle devient presque autonome. Ici, c'est le cas donc, de l'HTA rénovasculaire. Elle a 3 phases. Les premières phases sont récupérables, mais le dernier stade, après une dizaine d'années, voire 20 ans, ce n'est pas la peine de revasculariser. Elle devient autonome. Néphrongiosclérose bénigne, c'est un mot, donc, c'est entre parenthèses, bénigne. Pourquoi elle n'est pas bénigne? Le fait qu'elle donne de l'insuffisance rénale après une dizaine d'années d'hypertension artérielle. Elle est fréquente surtout chez le sujet de race noire. Les néphropathies interstitielles, on verra tout à l'heure donc une cystographie. Donc, pensez chez l'enfant à cette pathologie. Normalement, le garçon ne fait pas d'infection urinaire. La fille peut faire 2 infections par année, pas plus. Donc, pensez à la répétition de ces infections. Pensez au reflux, surtout quand il y a hypertension artérielle. Le syndrome néphrotique, c'est une rétention hydrosodée, c'est une perte de protéines. Il y a rétention, elle peut donner de l'hypertension artérielle et ça s'appelle un syndrome néphrotique impur. Quand il est qualifié d'impureté, il est grave. L'insuffisance rénale aiguë, puisque le rein, il participe à la régulation donc, de la pression artérielle. Quand le rein est défaillant d'une façon aiguë, ça donne donc de l'hypervolémie et ça donne de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est fréquente en cas d'aigu, en cas de chronique, puisque le robinet est fermé, il n'y a pas d'excrétion, et parfois c'est l'anurie. 84-25% des insuffisants rénaux chroniques sont hypertendus. On a incriminé donc le système rénal-angiotensine, on a incriminé également l'activité du système nerveux autonome, l'hyperparathyroïdie qui donne une rigidité donc, des vaisseaux, et parfois c'est l'érythropoïétine qu'on donne à ces patients pour corriger l'anémie, qui donne une augmentation de la viscosité. Vous connaissez donc la pression et la formule donc, de la pression. Quand on augmente les éléments figurés du sang, ça donne de l'hypertension artérielle par augmentation de la viscosité. Vous connaissez la formule de résistance. Le patient dialysé, 80% des dialysés ont une hypertension artérielle volodépendante et environ 20% de volorésistante. Volodépendante, on peut la corriger par la dialyse, soustraire donc la flotte, la quantité donc d'eau du patient, et généralement le patient mis en dialyse, il reste environ une vingtaine de 20% de ces patients qui vont nécessiter donc des thérapeutiques médicamenteuses. Les néphropathies unilatérales, quelqu'un qui naît
avec un petit rein, ça s'appelle un rein de poupée. Quelqu'un qui a un petit rein suite à des pathologies telles que les pyélonéphrite chez la femme peut générer donc de l'hypertension artérielle. D'ailleurs, quand on découvre un petit rein, il faut faire une scintigraphie. S'il ne fonctionne pas, il faut l'enlever. Sinon, il y a un risque donc d'hypertension et de néoplasie. Néphrangioschlérose donc bénigne ou bien commune, c'est le délai, c'est environ 10 ans en moyenne. Maintenant, ce qu'on a incriminé dans cette hypertension R1, c'est surtout la rétention hydrosodée, puisque 180 litres d'eau filtrée par jour, qui vont s'accompagner d'un kilo de sodium, d'un kilo de sel, la stimulation du système rénine-angiotensine et le système nerveux sympathique, et c'est intriqué. Donc l'un peut stimuler l'autre. Deux cas de figure, donc aigus ou bien chroniques. Vous voyez donc les exemples en cas d'aigu, vous avez les GNA, vous avez les syndromes hémolytiques et urémiques, ce qu'on appelle les microangiopathies, la sclérodermie, donc par ischémie, ça donne une crise, et les néphropathies glomérulaires chroniques qui sont pourvoyeuses donc d'hypertension artérielle. Le syndrome néphritique aigu, c'est un enfant, généralement c'est un enfant. L'épisode infectieux, généralement, c'est le streptocoque. Vous avez une quinzaine de jours, tout disparaît. Il y a cette maladie donc sérique qui va être révélée par des œdèmes, par une chute du complément et une hypertension qui peut être sévère, qui peut faire convulser le patient. Le traitement, donc, c'est généralement les diurétiques, parfois la dialyse, parfois d'autres antihypertenseurs. Le pronostic, généralement, est bon chez l'enfant. La microangiopathie thrombotique, je vais dire un mot, ce qu'on appelle communément le syndrome hémolytique et urémique, surtout chez l'enfant. Donc, toute insuffisance rénale chez un nourrisson, donc un enfant de moins d'une année, on pensait à un CHU, mais le CHU peut se voir également chez l'adulte. Donc, essentiellement deux types. Vous avez le syndrome hémolytique et urémique, vous avez le purpura thrombopénique, thrombocytopénique, chez l'adulte, généralement avec des signes neurologiques. Ce sont des pathologies, ce sont des néphropathies vasculaires. Professeur Boubchir, vous avez épuisé le temps. Oui, 2 minutes. Donc, ce sont des néphropathies vasculaires qui donnent de l'hypertension artérielle. Le pronostic donc est mauvais dans le second cas et dans ce qu'on appelle les CHU atypiques. Vous avez le cas normal. En bas, vous avez un cas, une ischémie, si vous voulez, rénale suite donc à des thromboses. Ischémie, donc ici, des infarctus suite à des embolies de cholestérol, des glomérulonéphrite. Donc, la plus fréquente des glomérulonéphrite, c'est ce qu'on appelle IgA, c'est ce qu'on appelle la maladie de Berger. C'est le père du chanteur donc, français qui s'appelle Michel Berger qui a découvert cette affection, c'est les IgA. Elle est fréquente, c'est la cause la plus importante d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle. La polykystose, donc c'est un rein qui peut atteindre 5 kg avec rempli donc de kystes, et l'hypertension artérielle survient, aggrave les cours des choses. Un message, donc, c'est penser au reflux. Chez l'enfant, donc chez le garçon qui fait des infections, de l'hypertension, pensez à la cystographie. Donc, vous avez une figure où il y a donc une dilatation donc bilatérale, reflux bilatéral grade 4 à 5. L'HTA et l'insuffisance rénale, donc c'est intriqué. Un mot pour la surveillance. Ne mettez pas un patient sous bloqueur et vous laissez dans la nature. Il faut vérifier au 3e, voire au 10e jour, vérifier la fonction rénale, voire à 1 mois. Demandez au patient d'arrêter de lui-même quand il y a hypovolémie, quand il y a diarrhée, quand il y a vomissement. Et interdit donc l'association avec les anti-inflammatoires. Ce sont des molécules, donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine, ce sont des molécules qui dilatent, surtout l'efférente. Un dernier mot sur le contrôle, sur la néphroprotection. Donc, c'est le traitement de l'hypertension artérielle qui permet donc de protéger le rein, puisque les causes de mise en dialyse, c'est l'hypertension et le diabète. Donc, je termine
par dire que c'est un symptôme banal. Le rein toujours est en cause, soit c'est lui la cause, soit c'est la victime. Et je vous remercie.